à toutes et à tous. Matinée humide aujourd'hui, mais bon, merci d'avoir choisi Matin Bonheur pour vous réveiller, pour apporter du soleil chez vous. Bien sûr, ici, il y a beaucoup de chaleur, n'est-ce pas, Marco? Nessie, merci à tous d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Bonjour, bon réveil à toutes et à tous. Abidjan vous salue et espère que vous rêvez vraiment dans de très très bonnes conditions. Réalisation de cette émission, deuxième de la semaine. Christelle Akoussa, le mardi, vous le savez, hein, cela coïncide bien sûr avec le droit. Et aujourd'hui, nous allons parler des conseils juridiques. C'est quoi le rôle d'un conseil juridique, d'un conseiller juridique? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Ça, ce sera bien sûr la thématique. Mais aussi, instant vérité, spécialement délocalisé, on va dire ça comme ça, ce mardi, parce que hier, lundi, on n'a pas pu le faire pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Aujourd'hui, en direct, en intégralité, monsieur le porte-parole du Rassemblement des Républicains, monsieur le secrétaire d'État Touré Mamadou, porte-parole du RDR, viendra nous parler, bien sûr, du RHDP, qu'est-ce qu'il en pense, l'avenir du RHDP, des sujets brûlants avec Gabriel Zani. Ce sera dans la rubrique Instant Vérité. Alors, les gens s'inquiétaient sur les réseaux sociaux pour savoir si Instant Vérité, c'est en direct. Oui, Instant Vérité se fait en direct. On n'a jamais enregistré d'Instant Vérité pour vous diffuser dans l'émission. Si vous voyez un Instant Vérité qui est passé, c'est que c'est tout simplement une rediffusion. Et aujourd'hui, ce sera en direct. Merci déjà pour votre effervescence sur les réseaux sociaux depuis que nous avons mis cela sur Internet, Instagram, Twitter hier. Et puis, on espère que vous allez participer et envoyer des questions qu'on se fera fort de transmettre à Gabriel Zani qui est déjà là en train de se préparer. Mais avant d'ici, où est-ce que vous nous emmenez ce matin? Alors Marco, ce sont les vacances, hein, et on a beaucoup de destinations à vous proposer. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on ira en Espagne. Espagne. Arriba. Allez, on part en Espagne. Oui, c'est très très bien, ça fait ça fait sérénade, ça fait romantique quoi. Ça donne envie de faire du rodéo. Oui, envie de faire quoi? Du rodéo. Oui, ça donne envie d'aimer aussi. Envie d'aimer, ça sent les vacances. Hein. Bah ouais, les vacances. Noël Quadio, il est dans l'antichambre de cette émission. Il viendra lui nous parler de selfie et de nouveaux téléphones. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages pour la rubrique de Noël Quadio, qui aura vraiment cette saison tiré son épingle du jeu avec des thèmes vraiment choisis, avec vraiment beaucoup de pugnacité, beaucoup d'efficacité. Franchement, vous savez pourquoi je rigole? Pourquoi? Il semble qu'il y a une Quadio qui vous a fatigué de votre jeunesse. Hein. Pourquoi? Parce que c'est Noël Kofi. C'est Noël Kofi.
Quadio, oui, c'est pas faux. Une Quadio. Une Quadio, oui. Une Quadio. C'est pas Et mon faux. père s'appelle Quadio. À une Marco. certaine époque, oui, c'est pas faux. Mon père s'appelle Quadio. Je la salue, chez Noël, je la salue. Mon père également. Elle est mariée maintenant. Donc c'est pas bien de dire ça. Ah, parce monsieur que- Kofi. Monsieur Kofi. Non, commence par... Enfin bref. En tout cas, c'est Noël Kofi. Pourquoi? Et lui aussi, il est derrière la caméra. Je suis là, je parle bien de lui. Et puis il dit oui, il est content. Il me remercie du commentaire. Alors qu'il peut me dire de rectifier le nom. Il est 6 h, c'est la gym. Cette fois, je ne me trompe pas, c'est la gym. C'est avec Coach Carl ou avec Fabio Capello? Coach Carl Kadi. Coach Carl Kadi, ravissante et toujours d'aplomb, d'appoint, qui met le bleu de chauffe pour vous réveiller côté sport. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va continuer notre série d'exercices. On va se concentrer encore une fois sur l'arrière des jambes et sur les abdos. Donc on va faire des exercices pour travailler les fessiers et des exercices pour travailler le ventre. On aura juste besoin d'un tapis, on va être au sol tout le temps. Donc on va commencer, premier exercice. On va s'allonger sur le dos. On va garder les deux pieds à plat. On va placer les bras le long du corps. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des bascules du bassin. Donc, on va rentrer le ventre, on va aller écraser le bas du dos et on va monter le bassin le plus haut qu'on peut. On va rester ici pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repart. On redescend tout doucement et on remonte. On va le faire 10 fois. 1, on redescend et on repart. 2, encore, on expire en montant. 3, on monte. 4, 5, on part pour 6, on y va pour 7, 3 dernières, 8, encore 9, une petite dernière, 10, excellent. On va monter les deux genoux dans la poitrine. On va mettre les mains juste en arrière de la tête. On va lever la tête, on décolle les épaules. On va aller travailler les abdos. On va allonger nos jambes le plus loin qu'on peut sans cambrer avec le bas du dos. Super important de toujours garder le bas du dos au sol. Et on ramène les genoux dans la poitrine. Et on y va pour 2. Et on revient. On allonge 3. Et on revient. Encore une fois, on souffle en poussant. 4. Et on revient. On part pour 5, on allonge, on ramène. On y va pour 6, on revient, on allonge 7, on allonge pour 8, 2 petites dernières, 9, une dernière et 10. Excellent. On revient tout doucement, on relâche le bas du dos, on va tourner, on va partir sur nos genoux. On va garder les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. On va allonger une jambe, les orteils vers le sol. On lève la jambe, on emmène le talon aux fesses, on rallonge et on retourne au sol. On lève 2, talon aux fesses, allonge et on revient. On y va pour 3, lève, talon aux fesses, allonge et on revient encore. 4. Talon aux fesses, vous devez sentir la fesse qui contracte, vous devez sentir l'arrière de la jambe qui brûle. On allonge et on revient. Encore. 4 autres. Talon, allonge et on ramène. Encore. Lève, talon. 2 dernières, c'est parti. On lève, talon, allonge. Une dernière, lève, talon, on allonge et on ramène. Même chose de l'autre côté, on y va. On allonge la jambe, on lève, talon aux fesses, hop. Encore 2. Encore 3. On pense à garder toujours les abdos contractés le plus possible. 4. On part pour 5. On fléchit juste la jambe et on allonge. On part pour 6. 2 dernières, on expire. 7. Et une petite dernière, 8. Excellent. On relâche.
On s'assoit sur nos chevilles, on relâche le bas du dos. Et dernier exercice, on va s'asseoir. On va placer les mains juste en arrière de la tête. On va rentrer le nombril, on va basculer le bassin. On va aller s'asseoir sur notre coccyx. On va monter une jambe et on va tourner. Donc on va faire des rotations du haut du corps en montant les genoux dans la poitrine. On tourne et on expire en levant. Encore. Hop. Encore. On change. Encore. On tourne. Encore. Allez, 2 dernières de chaque côté. Une dernière de chaque. Dernière. Et on relâche. On va ramener les jambes croisées. On va descendre. On va relâcher un tout petit peu le bas du dos. Ça va faire du bien. On respire. Excellent. Alors, j'espère que vous avez senti les jambes, l'arrière des jambes et vos abdos travailler. Encore une fois, n'hésitez pas à repartir sur la page YouTube, refaire les exercices. Ça va vous permettre de les maîtriser. Ça va vous permettre de pouvoir mieux les faire et de pouvoir mieux travailler. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. Demain, coach Karl Kadi. Merci à tous de vous réveiller avec la première chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Nous émettons en direct d'Abidjan. Très heureux, en tout cas, d'être avec vous en ce 2e jour. Voilà, férié, c'était hier. Hein. On se remet au boulot aujourd'hui et puis voilà, en ligne de mire la fête. La fête, c'est quand déjà, messieurs concernés le jeudi, hein, normalement. Jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi. Hein. L'idéal serait donc, vendredi. si je comprends bien, il y a un long week-end qui pointe encore. Merci beaucoup. Si c'est jeudi, il n'y a pas de long week-end, Marco. Si c'est jeudi, il n'y a pas de Vous connaissez le pont des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont de grands fabricants de ponts. Hein. De très grands fabricants de ponts. Ils vont vous faire de ce pont-là. Ils peuvent vous faire un pont de mardi jusqu'au lundi d'après. Mais non, mais ça, c'est plus, on ne fait plus ça. Parce qu'il faut travailler maintenant. La Côte d'Ivoire est au travail. Voilà. Travaillez, prenez de la peine. Ouais. Je commence à faire comme vous, Marco. Ah bon? Ah bah oui. Ah, c'est bien, Dieu merci. Je commence à m'essayer la chanson Marco. Allez, Nessie, je vous envoie du côté de l'Afrique du Sud. Vous savez que l'Afrique du Sud est un pays où il y a beaucoup de mineurs. Mineurs, pas en âge, hein, mineurs par rapport à la fonction. Et donc, en Afrique du Sud, des mineurs de plus en plus illégaux commencent à sortir de l'ombre. Pourquoi? Eh bien, on regarde. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maïtse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années, mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le mot Zama signifie « tenter sa chance » en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. D'être en règle dans tout ce que nous faisons. En tout cas, félicitations au gouvernement sud-africain qui a permis à toutes ces personnes-là d'avoir leur, on va dire, leurs documents officiels afin d'exercer de façon légale dans leur profession, Marco.
Absolument. Passer de l'informel à quelque chose de formel et plus officiel. Noël Kofi Noël, K-O-2-F-I. 2F-I, merci. Et non Quadio. Quadio sort de ce corps. On comprend, Quadio. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes la caution technique, technologique des TIC. Hein, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui aime les TIC, ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans les TIC, donc parfois certaines personnes ne comprennent pas. Mais vraiment, vous êtes très très précieux, vous arpentez les méandres de tout ce qui est technique et technologie. Aujourd'hui, nous allons parler de selfie. Ah, on va faire des photos? On va faire beaucoup de photos, beaucoup de selfies. On va voir comment ça se passe, l'historique et puis tout. C'est le sport national de Nessie, hein, le sport préféré de Nessie. Ah ben ça c'est clair, c'est compréhensible. Elle fait des selfies entre elle et Eva, il y a un match, mais il y aura une finale bientôt, on va déterminer qui est la... Non, Eva va gagner. Je m'incline. Devant sa majesté. Eva est la seule maman qui fait faire à son bébé des selfies. C'est-à-dire le bébé d'Eva, déjà à cet âge-là, fait déjà des selfies. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour voir ça? On est en train de négocier pour que ce bébé-là entre dans le livre Guinness des records. Coucou Eva, bisous, bisous, on t'aime beaucoup. Alors, on a un jingle? On n'a pas de jingle? On va directement avec lui. D'accord. Dites-nous tout. Il y a un jingle, c'est parti. C'est officiel, vous êtes à l'émission. Allez-y. Alors, les selfies. Nous allons parler donc des selfies. Qu'est-ce que c'est? Il s'avère qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui ne savent pas précisément ce que c'est. Alors, les selfies, c'est une image, une photo, un autoportrait ou égo-portrait dans certains cas qui prend sur le vif. C'est bien dit ça, égo-portrait. Égo-portrait, effectivement, bien sûr. Donc, les selfies font leur apparition grâce à l'invention de l'appareil photo. Donc, depuis 1839, par Louis Daguerre, qui en fait est une amélioration de l'invention du français Nicéphore Niepce. Alors, le premier selfie a été réalisé par un Français qui est resté immobile pendant 30 minutes. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire la même chose. Dis donc. Alors la technologie des photos, bien sûr, la technologie des photos évolue très vite jusqu'à ce que les constructeurs puissent mêler les appareils photo et les smartphones. On aboutit donc au premier selfie et avec cela, la qualité n'est pas encore très bonne, les selfies sont encore moyens. Mais les réseaux sociaux sont le boom qui vient faire donc changer carrément la donne. Et avec cela, les photos deviennent carrément un moyen d'expression. Et on aboutit donc à des selfies de plus en plus de meilleure qualité. Alors les constructeurs donc améliorent la qualité des selfies avec aujourd'hui des résolutions très élevées de 20 à 24 mégapixels pour les photos de face, mais également avec des flashs. Donc on a un flash avant, même un double flash avec un double ton qui permet de prendre de belles photos, même de nuit, donc par faible luminosité, on peut prendre de belles photos avec de nombreux réglages qui se font directement sur le smartphone. On a également des stabilisateurs optiques, on a toute une ribambelle, toute une flopée de fonctionnalités qui sont intégrées au smartphone pour améliorer la qualité des images. Donc, toutes ces fonctions permettent d'élargir le zoom, d'améliorer la résolution, de prendre des photos, mais également l'auto-selfie. Parce que quand on prend une photo, parfois, on tremble un peu pour appuyer sur le bouton. Donc, l'auto-selfie permet, avec la voix, de commander un selfie. On ordonne au téléphone de prendre un selfie et automatiquement, l'appareil prend. Également, le selfie avec la reconnaissance de sourire. Donc, lorsque l'appareil reconnaît un sourire, on peut également prendre une photo. Donc, la commande vocale, la reconnaissance de sourire. Mais également, de nouvelles fonctions sont intégrées aux caméras avant avec le déverrouillage par l'écran, mais également la stabilisation optique. Donc, toutes ces fonctions-là, c'est toujours pour améliorer la qualité des selfies, pour permettre de prendre des photos plus grandes, avec des zooms plus grands, des images plus nettes. Donc, tout cela permet donc d'améliorer largement le selfie. Et le selfie qui est en train aujourd'hui de prendre des proportions de plus en plus larges. Donc, les célébrités s'y mettent, les hommes politiques également. Donc, ça devient carrément une tradition et on évolue très vite. Mais c'est bizarre, ceux qui ne maîtrisent pas trop les selfies. Parce qu'il y a des techniques. Il y a des façons de se rapprocher, la caméra. C'est une professionnelle qui parle. Absolument. Démonstration, mesdames et messieurs, Nessie, expliquez-nous. Il y a une façon de placer la caméra parce que quand on rapproche trop, le nez a tendance à apparaître plus gros. Tout à fait. Les lèvres également. Absolument. Ah. Ce sont de très bonnes astuces. Je pense que les personnes... Je vous ai dit, je connais ma collègue. Nessie, elle est nominée pour le prix Nobel de selfie. Ah d'accord, mais c'est génial. Alors, aujourd'hui, on a des smartphones qui sont équipés de double capteur photo à l'avant. Donc, on connaissait déjà le double capteur photo à l'arrière qui permettait de prendre des photos et des vidéos en 3D, mais également de changer d'angle de vue lorsqu'on veut prendre une photo sans avoir besoin de déplacer le smartphone. Aujourd'hui, les smartphones sont équipés de face de double capteur photo. Alors, à quoi ça sert? On se pose bien la question. Donc, à quoi servent les doubles capteurs photo à l'avant? D'abord, toujours améliorer la qualité des photos, mais également apporter de nouveaux effets aux photos. Donc, on peut créer donc des effets de profondeur. Donc, les smartphones d'aujourd'hui sont assez innovant en ces termes-là parce qu'on peut
faire des effets de profondeur, mais également élargir l'angle de vue, mais également capter plus de lumière donc, et réaliser des photos et des vidéos en 4K. D'habitude, c'est laissé aux photos à l'arrière, mais aujourd'hui, de face, on peut réaliser des vidéos en 4K et prendre des angles beaucoup plus grands, jusqu'à 120 degrés de largeur. Donc, avec 13 mégapixels, on a des objectifs aujourd'hui qui ont 13 mégapixels avec 2 lentilles à l'avant. Donc, vous imaginez la qualité des photos qu'on peut prendre avec cela, bien sûr. Alors, le dual caméra à l'avant, c'est vraiment le top du top en ce moment. Donc, les appareils modernes sont équipés de 4 appareils photo, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. On a même des smartphones aujourd'hui qui sortent avec 3 appareils photo à l'arrière. Donc, la technologie va de plus en plus vite. Exactement. Alors, toute cette ribambelle de technologie, toute cette innovation permet donc de réaliser ce qu'on appelle des Wi-Fi et l'effet bokeh. On va voir ce que c'est. Les Wi-Fi, c'est donc la possibilité aujourd'hui de prendre des selfies de groupe. Alors précédemment, on tenait le smartphone de façon verticale et on pouvait uniquement avoir 1 ou 2 visages. Avec les 2 appareils photo, on peut élargir l'angle de vue. Ça permet donc de zoomer et de prendre des Wi-Fi, des photos de groupe. Mais également, ça permet de réaliser un effet de profondeur, ce qui s'appelle l'effet bokeh. Alors, l'effet bokeh, c'est la possibilité, dans une image, de stabiliser l'image sur un objectif principal à l'avant et de rendre l'arrière flou. L'arrière flou, ou l'avant flou, et l'arrière clair. Exactement. Donc, c'est tout à fait cela, l'effet bokeh. Donc, on va le voir de façon très pratique avec un smartphone équipé d'un double capteur photo. On peut donc choisir le sujet, on se rapproche et on active le mode portrait. Donc, cela permet donc de fixer l'objectif sur le sujet principal et là, le smartphone lui-même va nous demander de reculer pour pouvoir réaliser le flou artistique à l'arrière. Donc on stabilise l'image, on a également des réglages qu'on peut faire. On peut, si l'appareil photo ne détecte pas automatiquement le sujet principal, on peut lui demander donc de sélectionner. On peut donc sélectionner le sujet principal avec un autofocus. Cela se fait automatiquement. Notez qu'on ne peut pas réaliser de zoom en fait dans le mode portrait pour les selfies de ce genre-là. Donc automatiquement, la photo est prise et 2 photos sont prises automatiquement. On pourra donc comparer une photo avec un effet bokeh et une photo sans effet bokeh et sélectionner donc la photo qu'on souhaite. Donc là, avec le test, on voit bien clairement l'effet bokeh à gauche et la photo normale à droite. Donc c'est un flou artistique, c'est un peu la tendance actuelle avec les selfies. On n'a plus besoin de logiciels de montage, de modification de photos. Tout à fait. Le smartphone le fait tout seul, il le fait directement. Donc, il faut un smartphone équipé d'un double capteur photo. Mais en même temps, la petite astuce, c'est qu'on va pouvoir tester, on va pouvoir utiliser également des applications sur smartphone pour pouvoir rendre certaines photos qu'on a prises précédemment avec un effet bokeh, pour aller appliquer un effet bokeh. Donc, même si on n'a pas de smartphone équipé de double capteur photo, on pourra quand même appliquer cet effet flou, ce flou artistique sur une des photos qu'on connaît déjà. Donc, il y a des applications aujourd'hui téléchargeables gratuitement sur les stores qui permettent donc de réaliser ces effets-là. On sélectionne donc sur l'image le sujet principal et la zone à rendre flou à l'arrière et automatiquement l'application fait son travail. Elle permet donc de rendre flou l'arrière et de donner de beaux effets à vos images. Donc, vous mettre en avant et puis rendre l'arrière beaucoup plus flou. Surtout pour ceux qui vendent des articles aussi, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Cet effet-là permet de mieux faire ressortir la qualité de leurs produits. Ça permet donc de dynamiser un peu leurs différentes images. Et c'est quand même un bel effet. Donc, le double capteur photo à l'avant permet surtout de réaliser cet effet bokeh-là. Mais on peut également utiliser les selfie sticks, donc des cannes à selfie, des perches à selfie pour agrandir le zoom, pour agrandir l'image. Donc, il y a toute une flopée aujourd'hui d'accessoires, des flashs à l'avant pour améliorer l'éclairage parce que la lumière est très importante. Puis aux États-Unis, il y a un championnat de selfie. Le selfie le plus rapide et le plus efficace. Eh bien, dis donc. Eh bien, oui, non, vous savez, les Américains. Donc, imaginez, ils viennent de partout. Et chaque État a son championnat. Et ils se retrouvent pour la grande finale à Washington. C'est impressionnant. Imaginez des cannes à selfie. D'ici, s'y retrouvent déjà. Je sens qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. On va organiser ça ici? Bah oui, c'est une très bonne idée. Eva comme marraine. Alors, mesdames et messieurs, l'exclusivité. Membre du jury. Oui, non, membre du jury, mais marraine, Eva. Elle est marraine du jury, présidente et puis finaliste en même temps. Ah non, ça fait partie de l'urbanisation de notre quotidien. Les selfies, c'est la société, là. Bien sûr, aujourd'hui. Vous avez dit les politiques, les sportifs. Bien sûr, tout le monde s'y met. Absolument, absolument. On cherche donc à s'immortaliser avec une célébrité à l'arrière. On cherche donc à communiquer. Ça permet de traduire également une émotion. Donc, un moment particulier de la journée. Les selfies sont aujourd'hui un des principaux moyens de communication et c'est vraiment la société moderne actuelle. Et le selfie dit beaucoup que plusieurs mots. Hein. Par exemple, vous allez faire de la promotion par rapport à l'environnement avec les Inuits. Ou vous allez au Groenland ou quoi, une simple photo
une simple photo. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on se dit que c'est de l'amusement, mais parfois ça fait avancer. Effectivement, effectivement. Mais il y a en même temps toute une polémique autour, parce que justement la traduction du mot selfie, qui ressort avec l'ego portrait, traduit une sorte de... Voilà, selfie, exactement. Traduit une sorte d'égocentrisme un peu, donc parfois ça devient un peu... Il y a peut-être un petit aspect peut-être un peu négatif, mais certes... Est-ce que c'est pas subséquent à l'état de notre société? Ça fait partie. Ça en fait partie aussi. Ça fait partie, bien sûr, bien sûr. Mais bien attendez, dites-moi, donnez-moi le nom du premier selfie qui a fait 30 minutes là, c'était qui? C'était un Français, malheureusement on n'a pas le nom précis, mais c'était un Français. Vous imaginez comme ça, pendant 30 minutes, le cou, la colonne vertébrale. Et s'il y a un insecte autour. Ah là là. Et quel est le peuple, parce que vous êtes un collab, quel est le peuple qui adore les selfies? Alors déjà, je sais que le mot... Les Américains sont hors catégorie. Bien sûr, ils ont carrément organisé un contest là-bas, un concours. Donc, le mot selfie déjà a une origine australienne en fait. C'est sur un forum australien que le mot selfie a été employé pour la première fois. Mais avec les réseaux sociaux, il s'est dynamisé, il s'est répandu. Donc, je sais qu'en France également, on est très adepte au selfie là-bas. Donc, bien sûr, ça prend énormément selfie. Donc, c'est quand même un pays où le selfie est assez développé. Mais c'est une technologie qui a tendance à se répandre et c'est une pratique qui aujourd'hui est lié à tous les jeunes, tout un mode de communication, traduire le matin au réveil un selfie, le petit déjeuner un selfie, donc ça va très vite. Et les selfies, il y a des téléphones où le selfie est de meilleure qualité par rapport à la photo prise. À l'arrière, absolument, absolument. Donc on a aujourd'hui des statistiques qui estiment que plus de la moitié des smartphones vendus sont choisis par les utilisateurs en fonction de la qualité de l'objectif avant. Donc les selfies sont, vous voyez déjà l'importance. Bien sûr, on a plus de la moitié des smartphones vendus. Donc les selfies sont carrément un atout qui a été mis en avant. Il faut dire que cette technologie n'était pas à l'origine au départ. C'était d'abord la webcam, donc plus pour communiquer les vidéos et tout. Mais avec l'addiction à se prendre en photo et tout, les constructeurs ont donc flairé le bon appât. Ils ont donc amélioré la résolution des objectifs à l'avant. Donc on a des objectifs à l'avant de 24 mégapixels pendant que celui de l'arrière tourne à peine à 16 ou à 8 mégapixels. Donc c'est plus des selfie phones en fait. En plus on a des téléphones développés, performants, plus on a envie de se prendre en photo. On a envie de se faire des selfies. Toi tu as un téléphone bizarre avec, je sais pas moi, 10 mégapixels en avant, tu n'as pas envie de te prendre en photo. Non, c'est sûr que la qualité de la photo va laisser à désirer. Et puis il y a quelque chose de quand même, on sait que parfois c'est ridicule, pour rien comme ça on est là. Mais franchement, mais je sais pas, il y a des années, on aurait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde s'y met, quoi. Bien sûr, de Barack Obama à mon vendeur de tissus, tout le monde s'y met. Le selfie est devenu le sport national. Et il y a ce côté, moi, ce qui me plaît, dans toute chose, il faut prendre ce qui est bien. Il y a ce côté instantané, brassage, partage. Tout à fait. Hélène de Généresse, pendant ce grand concours, ces American Globe là qui prend un selfie, qui est tout de suite, qui est mis sur la page. Vraiment, c'est... Tout à fait. C'est sympa quand même. Bien sûr, ça va très vite, Mais c'est la société actuelle. C'est la société actuelle avec sa réalité, avec sa vision. L'instantanéité, quoi. Bien sûr. Pris sur le vif. Absolument. Le mauvais côté, c'est que pour quelqu'un qui est connu, vous prenez un selfie, on sait tout de suite où vous êtes. Si vous voulez être discret, c'est raté. Eh oui. Mais en même temps, également, toujours dans l'aspect un peu moyen de la chose, il y a également des filtres qui permettent d'améliorer les selfies. Donc, ça ne traduit pas forcément la réalité. La réalité. Bien sûr. Donc, on peut améliorer des applications pour modifier, pour s'embellir, pour s'enjoliver. Donc, un peu de tout ça. Mais en même temps, c'est toujours un moyen de communication quand même avec l'environnement, immortaliser des moments précis. C'est quand même très intéressant. Mais la canne à selfie est de moins en moins utilisée. Bien sûr, la canne à selfie n'a pas réalisé le véritable succès commercial escompté. Mais il y a aujourd'hui des cannes à selfie qui ajoutent de nouveaux atouts en fait, avec des cannes à selfie, avec des petits styles de ventilateurs un peu pour donner un effet cheveux au vent. Bien sûr. Donc voilà, il y a de belles innovations qui sont faites à ce niveau-là avec des flashs intégrés. Donc un peu de tout, on essaie d'étoffer un peu la canne à selfie au fur et à mesure que je pense que les choses sont en train de prendre. Et puis également, il faut revoir la forme, le format. Bien sûr. Parce que c'est un peu encombrant. Tout à fait. Le design est quand même assez volumineux. Ça passe assez difficilement dans un sac à main. Donc on pourrait trouver des sticks un peu plus stylés, un peu plus fins. Ce serait pas mal. Ça existe, non? Ça existe, pas tout à fait. Je pense que les modèles les plus compacts sont quand même un peu volumineux, puisqu'en fait, c'est extensible. Donc c'est l'un des petits soucis. Et puis parfois, il y a des modules Bluetooth à l'intérieur pour pouvoir prendre la photo juste avec un bouton. Pas besoin de connecter le téléphone par fil. Donc c'est quand même ça. Mais les moyens, les styles, je veux dire, les cannes à selfie les plus compactes sont quand même encore un peu volumineux. La Coupe du Monde commence jeudi. Donc j'imagine, voici un endroit où il y aura des selfies. Il y aura des selfies chaque 10 secondes, chaque 5 secondes même. C'est sûr.
terrible. Et la toile en serait imbibée, bien sûr, tout à fait. Et c'est également la période des vacances aussi. Donc on va penser à s'immortaliser quand même par endroit, partager ces images-là pour les vacances. Enfin, ceux qui veulent qu'on sache où ils sont en vacances. Hein. C'est sûr. Les plus cachotiers, faire des selfies et diffuser après. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup, Noël Kofi. Noël Kofi. Merci. La semaine prochaine, nous allons parler de... Alors, la semaine prochaine, on est toujours dans la période des vacances. On va voir dans quelle mesure on peut soit emporter pour les vacances son smartphone, ou alors est-ce qu'il faut retourner à son bon vieil appareil photo numérique. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est mieux entre le smartphone et l'appareil photo numérique. N'oubliez pas de trouver le nom de celui qui est resté 30 minutes. 30 minutes. La semaine prochaine, je vous fais ce que tu veux. Le premier selfie, mesdames et messieurs, c'est en exclusivité sur Matin Bonheur. Le premier selfie, c'était un Français, mais la condition, c'est qu'il est resté 30 minutes. L'histoire nous dit si la photo a réussi ou pas. La photo était relativement moyenne. L'image est apparue. L'image était... On a donné l'image tout à l'heure. Tout à fait. En tout cas, bon, pour 30 minutes, franchement, il fallait le faire. Aujourd'hui, quelques secondes seulement. Là, tout de suite, si vous allez sur la page de Matin Bonheur, vous verrez donc les photos de Nessie, de Marco, de notre ami Noël Kofi. Et ça... En quelques secondes, c'est parti. C'est parti. Matin Bonheur, il est 6h26, c'est pile l'heure de la météo. D'abord, on aura la pub et après le journal. Première manchette donc, de l'information avec Maï Sako. C'est parti. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par un temps généralement nuageux sur les régions du sud avec des pluies localisées. Cette situation évoluera progressivement vers un temps partiellement couvert. Partout ailleurs, on aura une alternance nuage-soleil qui sera très présente. Les températures pour la matinée, on notera 26 degrés à Abidjan comme à Diaké et ça sera la maximale, 25 degrés à Bondoukou, à Boaké, à Daloa, à Dambokro ainsi qu'à Gagnoa dans le Gor. Il fera 24 degrés à Korogo, 23 degrés sur la ville de Mans, 24 degrés à Odiné dans le Kabadougou, 26 degrés de maximale à San Pedro comme à Sassandra. Il fera 24 degrés à Tabou et 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, un temps relativement ensoleillé se présentera sur l'ensemble des régions. Cependant, l'effet combiné de l'humidité et de l'insolation entraînera des formations d'orages isolés accompagnés de pluie sur le littoral et le sud forestier en milieu ou en fin de période. L'ouest et le centre connaîtront aussi en fin de période quelques pluies orageuses. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures à présent pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 33 degrés de maximale à Bondoukou ainsi qu'à Boaké dans le Béké, 32 degrés à Daloa. Il fera 33 degrés à Dambokro dans le Nzi, 32 degrés dans le Go à Gagnoa, 33 degrés dans le Poro à Korogo, 31 degrés dans le Tompi à Mans. Dans le Kabadougou à Odiné, il fera 33 degrés. À San Pedro ainsi qu'à Sassandra, il fera 30 degrés. À Tabou, 29 degrés, ce sera la minimale. Il fera 33 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les choses s'activent de plus en plus au niveau de l'espace Escabo, cet espace qui regroupe les régions frontalières des Cascades et des hauts bassins au Burkina Faso, de la Bagoué, du Folon, du Poro et du Tchologo en Côte d'Ivoire et Sikasso au Mali, vient de procéder au lancement des travaux de réalisation de 20 forages dans la commune rurale de Wéléni au Burkina Faso. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette zone frontalière. Coût des travaux, 700 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. La collaboration de la collectivité territoriale de l'Essas Sikasso, Korogo et Bobo du Lasso, dénommée Escabo, marche bien. Ces différentes villes et communes ayant en commun les mêmes difficultés socio-économiques ont mis en place une politique communautaire de coopération transfrontalière. Il s'agit pour la fêtière de l'espace Escabo d'améliorer les conditions de vie des populations de cette zone dans les différents domaines d'activité. Cette initiative prend forme à Wéléni, au Burkina Faso, par le démarrage des travaux de réalisation de 20 forages. C'est une activité de haute portée sociale, car elle garantit l'accès à l'eau potable à nos vaillantes populations en zone rurale qui ne demandent qu'à vivre sainement. C'est pourquoi ne saurais remercier nos donateurs qui nous montrent chaque jour que nous avons des raisons de croire en nos projets communautaires et donc à notre engagement à renforcer la coopération transfrontalière. Le lancement des travaux d'aménagement hydro-agricole a été possible grâce à l'UEMOA et à ses partenaires techniques. Des travaux financés par la coopération suisse à hauteur de 700 millions de francs CFA. Il vise l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour environ 17 000 personnes et l'augmentation des surfaces aménagées pour l'agriculture d'environ 50 hectares dans un contexte de gestion intégrée de l'eau. Nous apportons une impulsion pour le développement des régions de façon équilibrée. Nous avons noté que les territoires communautaires présentent des déséquilibres et des disparités. Notre rôle, c'est de mobiliser les financements, les partenaires techniques, ce que nous avons fait avec la coopération suisse, parce que les besoins des populations sont énormes. Outre les aménagements hydro-agricoles dans la commune rurale de Wéléni et dans la ville de Sikasso, des travaux d'autres envergure verront le jour bientôt dans la zone Escabo de la Côte d'Ivoire. La délégation transfrontalière s'est déportée par la suite dans le village de la Rama pour s'enquérir de l'état d'avancement des pistes balisées pour le passage de bétail. L'idée est de sécuriser les zones agro-pastorales en vue d'éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la sous-région. Un panel stratégique s'est tenu au cours de la 3e édition de l'Africa Road Builders Trophée Babacar Ndiaye. L'événement a vu la distinction du président Kenya Uhuru Kenyatta et s'est déroulé en marge des assemblées annuelles de la BAD à Busan, en Corée. Plusieurs experts africains ont planché sur le rôle des investissements dans les infrastructures routières. Cheikh Kony. Investir dans les infrastructures routières est essentiel pour s'attaquer aux problèmes de réduction de la pauvreté et stimuler le potentiel de croissance de l'Afrique. C'est en substance les recommandations des experts africains et européens présents à ce panel stratégique. Il va falloir compter sur une augmentation considérable des besoins de financement, mais je pense que le vrai problème que nous avons, c'est vraiment la qualité des projets qui sont préparés. Quand il y a des bons projets préparés, normalement, on trouve toujours le financement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est engagée sur un vaste programme. Il y a plus d'une trentaine de projets de construction de routes et des infrastructures routières qui sont en cours actuellement. Et grâce à ces projets, nous espérons améliorer sensiblement le niveau des infrastructures routières. Malheureusement, en Afrique, ce déficit structurel en infrastructures constitue un sérieux handicap à la croissance de plusieurs économies. Selon la Banque africaine de développement, ce déficit est en nette augmentation. Il est estimé à un peu plus de 85 000 milliards de francs CFA par an. C'est donc à juste titre qu'a été initiée cette cérémonie de distinction pour encourager l'investissement dans les infrastructures en Afrique. Pour sa 3e édition, le super prix Grand Bâtisseur Trophée Babacar Ndiaye est revenu au président Kenya, Uhuru Kenyatta. Il faut dire que depuis ces 5 dernières années, nous avons réalisé beaucoup de projets dans le domaine des infrastructures. Et cela s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique de développement qui s'étend jusqu'en 2030. L'objectif, c'est de promouvoir de bonnes routes, des routes développées et des transports développés pour l'Afrique. Et vous voyez que nous sommes ici en Corée et la Corée nous donne
de très beaux exemples en matière de développement de routes et de transport. L'Africa Road Builders Trophée Babacar Ndiaye consacre tous les ans un chef d'État africain au cours d'une cérémonie de distinction qui se tient en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en 2016, à la première édition de ce prix international tenu à Lusaka, en Zambie, le président Alassane Ouattara a remporté le super prix Grand bâtisseur de l'Africa Road Builders. La journée internationale de la biodiversité est commémorée le 22 mai chaque année. Exceptionnellement, cette journée a été célébrée le vendredi dernier à la Bibliothèque nationale ici à Abidjan. La présente célébration marque le 25e anniversaire de la commémoration de la biodiversité. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants. C'est également les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. Un patrimoine naturel qui possède de très nombreux bienfaits indispensables à la vie de l'homme et d'autres espèces. Il est donc de notre devoir de protéger la biodiversité. Message du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, représenté par Nasseri Kaba, son directeur de cabinet adjoint. C'était à la cérémonie marquant le 25e anniversaire de la Journée internationale de la biodiversité. Cette journée, tenue à la Bibliothèque nationale à Abidjan, a permis de sensibiliser les participants sur la préservation de l'environnement. Selon les initiateurs, l'activité de l'homme se poursuit à un rythme alarmant et constitue des menaces sur les espèces et les écosystèmes. Chacun de nous bénéficie des services de l'environnement. Si nous voulons continuer à bénéficier des services de notre environnement, nous sommes appelés à éviter les sachets plastiques, à préserver la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, parce que ce sont ces éléments-là qui permettent, n'est-ce pas, la vie sur la Terre. Des réflexions ont porté sur le thème 25 ans de la Convention sur la diversité biologique en Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour la préservation de la biodiversité pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD. Projection de films, panels et échanges autour d'une Côte d'Ivoire sans sachets plastiques et sans pollution ont ponctué cette célébration. Parlons culture, la 3e édition de Faya Expo ayant pour thème Art contemporain de génération a lieu du 7 au 21 juin 2018 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire au Plateau. Cette exposition qui réunit sur le même espace une vingtaine d'artistes offre au public une 60aine d'œuvres à contempler. On en parle avec Issa Chonoyou. Des silicones peints et exposés, des objets de récupération, pour sensibiliser la population sur la notion de propriété. Des œuvres présentées sur des mousses pour montrer l'importance du matelas dans la vie de l'homme. Bref, ce sont là le fruit des réflexions d'une vingtaine d'artistes, anciens et jeunes peintres, réunis sur le même espace pour une exposition. Toutes mes œuvres, ce n'est pas fait avec les pinceaux. C'est simplement avec la peinture que j'ai mis ça sur les étoiles ou sur l'objet et je laisse maintenant que les couleurs, ça se mélange toutes seules. Et après ça, maintenant, je leur donne un vernis qui fait sortir toute la texture de la peinture que j'ai placée en place. Les soupières que vous voyez, c'est des trucs que j'ai rejetés, c'est des trucs que j'ai déjà jetés. Et puis dans les dépotoirs, dans les quartiers, alors moi quand je marche dans les quartiers, j'ai un sac que je ramasse les ordures qui traînent en ville. Quand je vois des trucs que les gens rejettent, alors je récupère, je m'en vais dans mon atelier et puis je donne une vie encore à mes gens. Là, c'est le masque, c'est un peu d'Afrique. Là, c'est pour apaiser l'or. Avant qu'il y ait la monnaie, comment est-ce que les parents, nos grands-parents faisaient des échanges. Maintenant, ça c'est une calebasse en Afrique. C'est-à-dire qu'avant en Afrique, quand tu viens, quand vous venez de l'eau à manger, c'était dans les calebasses. Mais aujourd'hui, pourquoi elle est coupée? Parce qu'on ne tient plus à nos calebasses. On n'est plus basé sur ce qui vient de l'Europe. À travers le concept l'art contemporain, 2 générations, cette 3e édition de Faya Expo a l'avantage de montrer plusieurs styles de peinture. De quoi réjouir les férus de l'art. Toutes les œuvres sont belles, mais ça fait plaisir. C'est vraiment un effet indestructible que ça fait. Mais ça fait du bien surtout. Quand les gens viennent d'Europe, d'Amérique, d'Asie, ce n'est pas pour regarder la cité administrative. Ce n'est pas pour regarder
les immeubles. Ils ont besoin de savoir ce que nous avons comme culture, comme tradition. Et c'est de grands moments, ce genre d'exposition, ces galeries qui révèlent des talents réels au sein de la jeunesse. Au total, une soixantaine d'œuvres sont exposées au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. L'exposition, qui a ouvert ses portes ce 7 juin, la refermera le 21 juin prochain. Toujours en culture, Manu Dibango, artiste camerounais reconnu mondialement, va bientôt célébrer ses 60 ans de musique. Un parcours monumental qui montre toute la dimension de cet instrumentiste de talent. L'homme a fait un passage en Côte d'Ivoire dans les années 70 avant d'exporter son talent dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles le concert marquant ses 60 ans de musique aura lieu le 29 juin prochain ici à Abidjan. À quelques semaines de l'événement, artistes, journalistes et acteurs du showbiz évoquent la carrière de Manu Dibango. Serge Collier. Son passage en Côte d'Ivoire reste gravé en lettres d'or dans le livre de ses 60 ans de musique. Manu Dibango aura marqué les mémoires. Je l'ai fréquenté beaucoup et il m'a donné beaucoup d'enseignements par rapport à la musique que je faisais. Quand il travaille avec un Louga pour Nayo Wiyo, quand il travaille avec un Ernesto Djedje pour Anoa ou Mamadou Koulibaly, il ne se pose pas de questions. Il a coutume de dire la musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique. Et je pense que c'est pour ça qu'il a ce succès, cette longévité. C'est que c'est une histoire sans fin. Formateur et inspirateur de la jeune génération de l'époque, le saxophoniste à la renommée mondiale a façonné de main de maître l'orchestre de la RTI dans les années 70. Il était déjà très connu, mais Saul Makossa a été le summum de sa carrière musicale. Décoré en 2016 pour service rendu à la nation ivoirienne, Manu sait être reconnaissant. Abidjan va abriter le premier concert marquant ses 60 ans de carrière. C'est surtout le remerciement d'un fils de ce pays, ces différentes étapes d'un parcours illustre, glorieux, dont une des étapes les plus marquantes a évidemment été la Côte d'Ivoire. L'artiste, aujourd'hui âgé de 85 ans, promet un grand spectacle. Hello Abidjan, bonjour. Mon saxo et moi-même, on sera à Abidjan. Les notes de son saxophone vont certainement retentir de plus belle le 29 juin prochain à Abidjan. À l'étranger, c'est aujourd'hui qu'a lieu le sommet de Singapour, un sommet historique entre les présidents Donald Trump et Kim Jong-un. Au cœur des discussions, la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les États-Unis demandent à la Corée du Nord de renoncer à son programme nucléaire. Washington veut un engagement clair de Pyongyang avant de faire des concessions. Hier, le pape François a accepté les démissions de 3 évêques chiliens au cœur d'un scandale de pédophilie et d'agression sexuelle. Parmi les 3 évêques démissionnaires se trouve Monseigneur Juan Barros, au cœur de la polémique et que le pape François avait plus ou moins protégé lors de son voyage au Chili en janvier dernier, ce qui avait littéralement scandalisé l'opinion publique chilienne. La justice libyenne a annoncé hier que plusieurs responsables de l'ancien régime libyen seront libérés dans les prochains jours. Ces anciens hauts dignitaires sont emprisonnés depuis 2011, mais leurs conditions de détention se sont améliorées ces derniers mois. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité pendant le soulèvement contre le régime de Kadhafi en 2011. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Place à présent à Instant Vérité avec Gabrielle Zani. Gabrielle Zani, bonjour. Bonjour Maïssa. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent savoir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sera question tout simplement dans Instant Vérité du RHDP. Un sujet assez important. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve donc dans Instant Vérité. Il y a 13 ans, 5 partis politiques décidèrent d'unir leurs forces pour la présidentielle. Une coalition pour faire face au FPI, au Front populaire ivoirien. Rebelote pour la présidentielle de 2015. Mais 2020 pointe à l'horizon
Et voilà que les ardeurs se ravivent. Qui du PDCI, du PIT, de l'UDPCI ou du RDR portera le flambeau de la coalition appelée RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Pour l'heure, difficile de répondre à cette équation, car dans chaque camp, surtout au PDCI et au RDR, chacun tire sur lui le drap à une seule place. Mesdames et messieurs, où va donc le RHDP? Le navire des oufouettistes est-il en train de tanguer? Va-t-il couler? Quel est l'avenir du RHDP? Pour répondre à ces questions, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui à Instant Vérité le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Bonjour, Bonjour. Monsieur Mamadou Touré. Alors, Monsieur Mamadou Touré, vous êtes le porte-parole du Rassemblement des Républicains, RDR, c'est cela. Le parti est membre de l'Alliance des oufouettistes, donc du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette alliance? Officiellement, le RHDP est né le 18 mai 2005. Mais je peux vous dire qu'avant cela, à l'occasion des discussions des accords de paix, notamment à Accra, les présidents Bédié et Ouattara se sont retrouvés. Vous savez qu'il y avait un contentieux qui avait en tête deux personnalités. Ils se sont retrouvés, ils ont vidé ce contentieux. Et juste après les discussions qu'ils ont eues, des cadres de nos partis politiques, du PDCI et du RDS, se sont retrouvés à leur demande et ont commencé à travailler déjà sur l'idée de réunir les enfants d'Oufoué-Boigny. Et ce travail a eu son aboutissement avec la signature des accords le 18 mai à Paris 2005, donc qui marquait officiellement la naissance du RHDP. Alors, comme vous l'avez si bien dit, au départ, c'était un groupement de partis politiques. Alors, d'où est venue l'idée de former une organisation politique, un seul parti qui s'appellerait le RHDP? Bon, vous savez que avant la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la plupart des partis qui sont membres du RHDP étaient membres du PDCI et RDA. On pourrait dire la mauvaise gestion de l'héritage d'Houphouët-Boigny a amené certains partis à partir. Et lorsque, en 2005, nous avons mis en place le RHDP, nous sommes allés à des élections en 2010, et vous savez que nous avons été reclus au Golf Hotel, et pendant le séjour au Golf Hotel, l'idée d'aller à un parti unifié a été évoquée pour la première fois par le président Henri Konan Bédié, qui estimait qu'après la crise post-électorale, nos partis devaient aller en se fusionnant. Et là encore, des cadres ont été mandatés pour réfléchir déjà à cette réunification donc, des partis du RHDP. Donc, le parti unifié, l'idée première du parti unifié émane du président Konan Bédié depuis le Golf Hotel pendant la crise post-électorale. D'accord. Alors, justement, le parti unifié fait son bonhomme de chemin et le RDR a tenu récemment un congrès extraordinaire pour statuer sur les tests du RHDP, donc pour l'adopter. Voilà, les tests fondateurs du parti unifié. Alors, quelles ont été les résolutions à l'issue de ce congrès extraordinaire, ce qui concerne le parti unifié? Mais pour que les Oiens comprennent très bien, après donc le Golf Hotel, nous avons co-géré les partis membres du RHDP, le pouvoir d'État, et en prélude à l'élection présidentielle de 2015, nos différents partis, à travers leur président, avaient émis déjà l'idée qu'après ces élections, nous puissions nous retrouver dans le cadre du parti unifié. Précisément le 3 août 2015, le groupement des partis politiques a été créé. Et après, donc, cela, 2 ans après, il a plu au président Ouattara, au président Bédié, de mettre en place un comité de haut niveau. Comité de haut niveau qui a travaillé donc sur les textes. Et ce sont ces textes-là que le RDR a validés au cours de son congrès extraordinaire il y a quelques jours. D'accord. Alors, quelles ont été les résolutions à l'issue de ce congrès en ce qui concerne le parti unifié? Le RDR a résolu de faire quoi exactement? Le RDR a décidé de respecter la signature de son président d'honneur, qui a signé l'accord politique portant création du parti unifié, comme les autres présidents des partis membres du RHDP. Le RDR a discuté donc des statuts et règlements intérieurs en commission, et ces statuts et règlements intérieurs du RHDP unifiés ont été largement votés, adoptés. Le RDA a discuté de l'accord politique qui a été largement adopté. Donc après ce congrès, on peut valablement dire que le RDA a opté pour le parti unifié. D'accord. Si donc le RDA a opté pour le parti unifié, selon certains observateurs de la vie politique ivoirienne, le RDR
veut forcer la main ou bien force la main à ses alliés. C'est une mauvaise lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le commentaire que vous faites là-dessus? Non, mais c'est une mauvaise lecture. Je vous ai donné un peu l'historique. Ce n'est pas le RDR qui a demandé au président Rikonan Bédié en 2010 d'évoquer l'idée du parti unifié. Je pense que c'est une question de responsabilité de nos différents leaders qui, en toute liberté et en prenant conscience des enjeux futurs, c'est-à-dire la paix et la stabilité, ont décidé de mettre ensemble des partis politiques pour avoir un consensus assez large permettant donc de gouverner ce pays et de lui assurer la paix et la stabilité. Alors, personne n'est forcé et c'est vraiment en adhésion libre que nous allons au RHDP unifié. Si personne n'est forcé, on ne comprend pas. Bon, on veut bien comprendre que le PDCI encore, je vais dire, tarde à ratifier, tarde à organiser un congrès pour ratifier les textes fondateurs du RHDP. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le PDCI est la seule formation politique qui n'a pas encore ratifié les tests. C'est un mauvais procès que vous faites au PDCI. Non, ce n'est pas moi qui fais le procès, s'il vous plaît. C'est un mauvais procès. Même si vous faites écho de ce que disent les Ivoiriens, c'est un mauvais procès. Il y a eu, après le comité de haut niveau, il a été décidé que tous les partis politiques membres du RHDP devaient organiser au sein de leurs instances des débats. Quel commentaire faites-vous sur le fait que le PDCI est la seule formation qui n'est pas encore ratifié les textes fondateurs du RHDP? Mais soyez un peu patiente. Le dimanche prochain, le PDCI a son bureau politique et le PDCI a clairement dit qu'au cours de ce bureau politique, il s'agira de se prononcer comme les autres partis du RHDP, non seulement sur l'accord politique, mais sur les textes, notamment les règlements intérieurs et statuts. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Quelques jours. Oui, dis-moi, c'est quelques jours, mais en même temps, il a été annoncé, après le congrès du RDR, que le parti unifié se fera avec ceux qui veulent bien. Allez, ceux des partis de la coalition qui veulent bien. Mais voilà. Parce que nous avons une adhésion libre. Vous savez que dans ce processus... Donc pourquoi ça coince? Vous citez, rien ne coince. Vous citez le PDCI et le RDR, mais vous oubliez le PIT qui a fait un congrès pour valider les textes du parti unifié, vous oubliez le MFA qui a fait un congrès pour valider les textes du parti unifié, vous oubliez l'UDPCI qui a fait un texte. On n'oublie pas, mais en même temps, c'est l'UPCI aussi qui a fait un congrès qui a rejeté. C'est le PDCI qui est la seule formation actuellement, le grand allié qui n'a pas encore ratifié les textes. On veut bien comprendre. Qu'est-ce qui coince? Je reprends, rien ne coince. L'UPCI a rejeté les textes du parti unifié. Donc, le fait de dire que l'adhésion au parti unifié est libre, c'est parce que, de façon démocratique, les militants de nos partis politiques respectifs sont amenés à se prononcer et chaque parti se déterminera par rapport à ce projet de façon libre. Et pour l'heure, ce que je retiens, c'est que le président Rikonan Bédié, de façon constante, a appelé au parti unifié et le PDCI va organiser dans quelques jours un bureau politique pour se prononcer sur les textes. D'accord. Selon les Ivoiriens, le projet du parti unifié, selon les Ivoiriens, selon les avis que nous avons recueillis sur la toile ou encore dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens pensent que le projet du parti unifié est précipité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le RDR n'a pas un agenda caché? Non, non, ne ramenez pas le débat au RDR, ce serait totalement injuste. Non, on veut savoir, vous êtes le porte-parole du RDR, on veut avoir au moins la position du RDR par rapport à cela. Ces Ivoiriens-là, qui ne sont pas forcément l'opinion majoritaire au sein de nos partis politiques, peuvent penser ce qu'ils disent, et je respecte leur point de vue. Mais je vous dis que c'est une alliance qui est née en 2005. Cette alliance a 13 ans. Et cette alliance s'est transformée en groupement politique en 2015. De par la volonté des partis politiques. Et cette alliance a voulu aller en un parti unifié. 13 ans d'alliance, madame, en Afrique, c'est inédit. Monsieur Mamadou Touré, est-ce que le RDR a un agenda caché? C'est de ça qu'il s'agit, c'est la question que j'ai posée. Pourquoi cet empressement? Non, on n'est pas pressé. Quand vous reprenez un peu le parcours, on n'est pas pressé. Nous avons une suite logique. Alliance politique, groupement politique, gouvernance ensemble dans le cadre du RHDP et aujourd'hui consolidation de cette alliance autour d'un parti unifié. Le RDR n'a aucun agenda caché. Il y a une vision qui est exprimée, celle des présidents Ouattara et le président Bédié, qui veulent laisser comme héritage à ce pays la paix et la stabilité et nos partis concourent à l'atteinte de cet objectif à travers le parti unifié. D'accord. Alors, comme vous le dites si bien, on va vous prendre un peu au mot. Les Ivoiriens pensent qu'il y a encore de la crispation entre le RDR et le PDCI, autour de la question, évidemment, des deux grands alliés, la question de la candidature pour le 3e mandat. Par rapport aux deux grands alliés, le président Alassane Ouattara et le président de la République, ils prônent l'organisation des primaires pour désigner le meilleur d'entre les cadres de l'Alliance. Alors Rikonan Bédié, le président du PDCI, RDA, exige, lui, l'alternance d'abord. Alors,
Est-ce que ces deux positions peuvent-elles se rapprocher? Mais je vais même vous aider. Est-ce qu'on peut rapprocher ces deux positions? Allons plus loin. Ouais. Le président Mabry Touakeuse, qui est de l'UDPCI, demande à être candidat et soutenu par les partis du RHDP en 2020. Le professeur Seka Seka, président du PIT, demande aussi à être candidat en 2020 et être soutenu par les partis du RHDP. Le président Ikona Bédié souhaite qu'il y ait une alternance au profit d'un candidat du PDCI. Le président Ouattara estime que, vu l'expression des volontés de voir les uns et les autres être candidats, le meilleur schéma, c'est donc d'accepter toutes les candidatures à la candidature et prévoir en notre sein un mécanisme consensuel qui permettra de choisir le meilleur candidat. Monsieur Mamadou Touré, la question que j'ai posée, c'est qu'il y a deux positions. Non, il n'y a pas deux positions. Non, il y a plusieurs positions. Non, il y a plusieurs positions. Voilà, si vous voulez. Mais moi, je retiens deux positions. La première position, c'est la position de Alassane Ouattara, le président de la République, qui dit tout simplement qu'il faut organiser des primaires pour élire le meilleur des cadres du RHDP pour 2020. Et le PDCI, par le biais de son président Henri Konan Bédié, il dit tout simplement qu'il faut l'alternance d'abord. Est-ce que ces deux positions peuvent se rapprocher? Voilà la question que j'ai posée. Mais oui, il n'y a aucune contradiction. Il est légitime pour le président Ikona Bédié de demander que ce soit un cadre du PDCI qui soit en 2020, qui porte donc la candidature du RHDP en 2020. Cela n'a rien de contraire à ce que dit le président Ouattara, qui estime que le meilleur des cadres sera choisi et ce meilleur des cadres peut être du PDCI ou d'un autre parti. Mais alors comment ça va se faire concrètement? Si oui, comme vous l'avez répondu, là, comment ça va se faire? Mais ils vont se retrouver. Déjà, les deux présidents, nous avons estimé que la question des candidatures en 2020 relevait de leurs prérogatives. Ils vont se retrouver. Et ils indiqueront eux-mêmes les mécanismes qui seront donc mis en place au sein du parti unifié pour aboutir donc au choix du ticket. Alors, justement, on va rester sur le choix du ticket, donc on va revenir sur l'alternance. Puisqu'il n'a jamais été question de promesses, il n'a jamais été question de promesses entre les deux grands alliés à écouter les sorties, les interventions des cadres du RDR. Alors, d'où vient-elle cette question d'alternance? Elle vient d'où? Mais écoutez, nous sommes dans un processus politique. Je vous l'ai dit, il est légitime pour les partis politiques, même si nous sommes en alliance, de revendiquer un passage à témoin pour les uns et les autres. Je vous ai dit que si nous allons au-delà du PDCI et du RDR, vous avez le professeur Mabry Touakeuse, Seka Seka, et ainsi de suite. Le plus important, c'est que les débats démocratiques aient lieu au sein de nos partis. Ce n'est pas le débat qui pose problème. Il faut d'ailleurs qu'il y ait débat, ce qui démontre de la vitalité démocratique au sein de nos partis. Maintenant, après, c'est de savoir se retrouver et arrêter des règles consensuelles qui permettraient donc de choisir le ticket qui pourra nous faire gagner. C'est aussi simple que cela. Monsieur le porte-parole du RD, la question que j'ai posée là. Oui, allez-y. Je la reprends. Oui. Alors, je dis, d'où vient l'idée de l'alternance? C'est vrai qu'il y a des débats démocratiques au sein des partis. C'est d'ailleurs normal. Alors, mais est-ce que l'alternance a été imaginée par quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça l'idée d'une alternance sans qu'il y ait, au préalable, je veux dire un consensus autour de là, ou sans qu'il y ait eu une réunion pour en parler, sans qu'il y ait eu quelque chose. Vous me posez une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Pour ce que je sais, c'est que le président Alassane Ouattara, quand il a évoqué la question de l'alternance, il a estimé qu'à partir du moment où il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle donc de 2020, à partir du moment où un Ivoirien, et nous souhaitons émanant du RHDP, lui succéderait donc en 2020, il y avait alternance. Nous avons aussi entendu le PDCI demander que l'alternance soit le passage à témoin au profit d'un cadre donc, du PDCI. Nous avons entendu le professeur Mabry Touakeuse demander que ce soit donc à sa faveur. Et récemment, le professeur Seka Seka. Donc, je ne peux pas vous dire de façon précise d'où ça vient, mais voici l'approche que les uns et les autres ont. Mais nous saurons nous retrouver. Nous saurons nous retrouver pour arrêter des règles consensuelles et choisir le meilleur des tickets. Alors les Ivoiriens ont compris ce matin, il y a eu bien alternance. C'est-à-dire qu'il y a eu, je vais dire, une question qui a été posée sur la table du RHDP et on a parlé d'alternance en fait. Non, la question... Donc c'est là qu'est née l'idée d'alternance. Si vous parlez du cadre de réunion, notamment du directoire du RHDP, non, la question n'a pas été posée ainsi. Ce que je vous dis, c'est que des personnalités membres du RHDP, à un moment donné, dans leur prise de parole, ont évoqué cette question. Si je dis le contraire, ce n'est pas honnête. Ont évoqué cette question. Mais nous estimons que ce genre de sujet des débats
relèvent de cadres définis en notre sein et au moment opportun, ces responsables se retrouveront pour donner une orientation claire que nous allons suivre. Alors, M. Mamadou Touré, vous savez, les tensions n'en finissent pas entre le RDR et son grand allié, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucune tension. Moi, j'étais à Bonoukou il y a quelques semaines avec des cadres du PDCI. Je viens d'une tournée dans le Haut-Sassandra où j'étais avec donc, les responsables du PDCI. Il n'y a aucune tension. Mais vous avez lu la presse, il y a Jean-Louis Billon qui a fait une déclaration qui est sortie, qui a fait une sortie, il a dit, Jean-Louis Billon a dit, ceux qui défendent la cause du parti unifié ont vendu jusqu'à leur âme, pour ne pas changer ces mots. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est son opinion, je n'ai pas de commentaire particulier à faire donc, sur ce qu'il a exprimé comme opinion personnelle, même si je trouve que c'est ramener le débat un peu bas. Je pense que ceux qui sont pour le parti unifié ont suffisamment expliqué pourquoi ils sont pour le parti unifié, notamment garantir la paix et la stabilité. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais de la traiter ceux qui poussent cette idée donc, de la sorte, je trouve que c'est rabaisser un peu le débat. Ah non, mais c'est son opinion en même temps. Mais je respecte son opinion, mais n'empêche que c'est rabaisser un peu le débat. Est-ce que les Ivoiriens ont peur de redouter 2020? Puisque, justement, les tensions n'en finissent pas. Vous étiez dans le Gontougo ou encore, je ne sais pas où, avec des cadres du PDCI, mais en même temps, il y a un autre son de cloche qu'on entend de l'autre côté, de la part d'autres cadres du PDCI. Les tensions n'en finissent pas. Est-ce que les Ivoiriens ont vraiment raison d'avoir peur? Non, n'interprétez pas des débats internes comme étant donc des tensions. Il y a eu des débats au sein du RDR, il y a eu des débats au sein de l'UDPCI, il y a eu des débats, aujourd'hui il y a des débats au sein du PDCI, mais ces débats sont normaux à partir du moment où il y a un processus qui devra aboutir donc à l'adoption des textes. Que toutes les opinions s'expriment et qu'au bout, les militants du RDR, du PDCI ou de l'UDPCI à qui il reviendra le dernier mot, puisse se déterminer dans un sens ou dans un autre. Donc moi, je n'interprète pas vraiment ces débats internes comme étant donc, le reflet donc, de tension. Il n'y a pas de tension. Bien. Alors, on va parler de l'intervention du président de la République, voilà, le président d'honneur du RDR, M. Alassane Ouattara. En l'occurrence, il a dit il n'écarte plus la possibilité d'un troisième mandat. Alors, quel commentaire faites-vous là-dessus au RDR? Non, je reprends dans l'autre sens. Ce que le président a dit de façon constante depuis maintenant plus d'une année, c'est que, par principe, il ne se présenterait pas donc, aux élections présidentielles 2020. Il est constant là-dessus. Il a à cœur donc, de laisser le pouvoir en 2020, après des élections démocratiques, à une équipe jeune qui pourrait donc continuer son œuvre. Et nous souhaitons que cette équipe jeune émane donc du RHDP, puisque nous sommes la seule alternative crédible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président, ceci étant, après avoir dit ça, a estimé que sa décision définitive, il la prendrait donc en 2020, en tenant compte de la conjoncture en 2020. Et que pour lui, il y a la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire l'emporte surtout. M. Mamadou Touré, vous expliquez, on connaît la position du président de la République. Mais vous m'avez posé la question, donc j'explique. Non, je demande la position du RDR là-dessus. Est-ce que le RDR le soutiendra en 2020? Voilà, c'est ce que je vous pose comme question. La position du président de la République, il se peut qu'il se présente en fonction des circonstances, en fonction de la stabilité du pays en 2020. Il va se prononcer. Vous allez un peu trop vite. À partir du moment où le président Ouattara n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020, pourquoi vous voulez que le RDR fasse une déclaration pour dire qu'il soutiendrait sa candidature en 2020? Le RDR... Non, pas la candidature, mais est-ce que cette position du président, le RDR la soutient, cette position? Mais le RDR partage complètement la vision du chef de l'État. Et si vous demandez comment le RDR se détermine par rapport donc à l'éventualité d'une candidature du président Ouattara en 2020, je dis pour le moment ce sont des supputations. Lorsque le moment viendra et que le président Ouattara prendra sa décision, en ce moment-là le RDR, et je peux vous dire que ça sera le RHDP unifié, puisque nous aurons évolué depuis une dernière question. Et nous prendrons donc en ce moment-là une dernière question pour terminer. Est-ce que cette sortie du président de la République n'est pas de nature à fâcher davantage votre allié, le PDCI, qui voyait déjà un de ses militants en tête en 2020? Mais dans la même interview... Est-ce que c'est pas... Oui, mais dans la même interview, le président de la République a dit que le RHDP unifié mettra des mécanismes en son sein pour choisir un candidat et que ce candidat pourrait être éventuellement du PDCI ou d'un autre parti. Donc il ne faut pas prendre une partie donc, de l'interview et puis en faire toute une interprétation. Prenez toute l'interview du chef de l'État et vous voyez la cohérence donc, de sa démarche.
Alors, mesdames et messieurs, Monsieur Mamadou Touré, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci d'être venu nous donner ces explications sur l'avenir du RHDP. J'espère avoir dit ma part de vérité. Oui, on espère bien que les Ivoiriens vous ont compris. Voilà, vous êtes le porte-parole du RDL, le Rassemblement des Républicains, et vous êtes aussi, ce que je n'ai pas mentionné dès le début de l'émission, c'est que vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Encore merci pour votre contribution au débat, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous sur RTI 1, Matin Bonheur se poursuit avec Nessie et Marco. Lorsqu'on imagine un lord écossais, on pense généralement à ça. Mais certaines entreprises commencent à distribuer les titres de lord, ou de lairds, comme on le dit ici, à tour de bras. Ils viennent de Russie, d'Australie, du Canada ou des États-Unis. Mon nom est Lady Victoria Zoner. Je suis Brian, Lord Brian Russell. N'importe qui peut devenir un lord écossais pour une trentaine de livres, selon ces entreprises qui vendent de petites parcelles de terre et de grands titres de noblesse. Tout le monde est ravi de devenir le petit laird d'une parcelle de terre, même de 30 cm². Ils ne prétendent pas devenir de grands propriétaires terriens ou les rivaux des grands chefs de clan écossais. Près de 250 000 personnes se font désormais appeler Lords de Glencoe. Mais cela pose quelques problèmes selon des députés écossais. En Écosse, la loi interdit de posséder une parcelle de terre d'un pied. Pour être propriétaire en Écosse, il faut être enregistré dans le registre d'Écosse et il faut être en possession de cette terre. Et la loi interdit explicitement ce que l'on appelle les parcelles de terrain souvenir. Il n'y a normalement pas de raccourci vers la noblesse écossaise, dont la longue tradition s'inscrit dans l'histoire et l'hérédité. Un titre de lord, cela ne s'achète pas. Un titre de lord d'un manoir, et c'est ce que la plupart des gens ont en tête, est une caractéristique anglaise. Ce qu'il est possible d'acheter, c'est une parcelle de terre en souvenir. Et beaucoup de gens se font appeler lord alors qu'ils ne le sont pas. Selon Highland Titles, l'argent des ventes de parcelles est reversé pour la conservation des incroyables paysages écossais. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs, après Instant Vérité. Vous pourrez retrouver donc tous les démembrements des émissions sur notre Twitter, Instagram et puis notre page Facebook. Merci à Gabriel Zani. La thématique de ce mardi, vous le savez, donc s'articule autour du droit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité de conseil juridique en Côte d'Ivoire. Précisément le rôle donc du conseiller juridique. Et pour cela, nous avons le représentant de la coopération dans notre pays, Maître Dounimata Ouattara, président de la Chambre des conseils juridiques, qui nous fait l'honneur, l'amitié d'être sur ce plateau. Bonjour Maître. Bonjour. Vous allez bien? Comment se portent les conseils juridiques en Côte d'Ivoire? Les conseils juridiques se portent bien. Ça va bien? Oui. Ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'espoir aussi qu'ils fondent? On a beaucoup d'espoir. Les problèmes, il y en a dans toutes les corporations. On essaie de gérer les nôtres à la même manière. Il n'y a pas de souci. Il y en a un élément, la thématique, et puis on se retrouve juste après pour éplucher un peu tout ce qui rythme l'univers des conseils juridiques en Côte d'Ivoire. Le conseil juridique soumet ses connaissances du droit au service de particuliers, d'entreprises ou d'organismes publics. Il prévient ainsi des dangers juridiques auxquels peuvent s'exposer ses clients tout en veillant à leur intérêt. En un mot, il est consulté à titre d'expert sur ce qui a trait au droit. Mais, en Côte d'Ivoire, rares sont les justiciables qui connaissent le rôle du conseiller juridique. Alors, on se perd dans des définitions liées à ce corps de métier. Un conseiller juridique, c'est quelqu'un qui aide peut-être, je veux dire, un avocat, ou bien un magistrat dans son travail, il donne des conseils. C'est celui qui, comment dirais-je, qui est le garant de la jurisprudence, si on peut le dire ainsi. Donc c'est celui qui élabore les lois, c'est lui qui explique les lois aux citoyens et c'est lui aussi qui établit aussi les lois. Donc son rôle, il est le gardien de tout citoyen. Il est comme un vigile, si on peut utiliser le terme.
Voilà, c'est lui qui est là, il protège, il est attentionné aux actions de la population. En tout cas, il vit pour les citoyens. Le conseiller juridique, d'abord, est une personne qui a fait d'abord les études de droit. Il est amené à conseiller la population sur les problèmes de la société, genre la population à connaître ses droits. Le conseiller juridique, qui est-il réellement? Que fait-il? Pas facile de répondre à ces questions pour de nombreux justiciables. Mais, dans ce micro-trottoir, on se rend vite compte que concernant l'univers de l'entreprise, les personnes interrogées savent plus ou moins que le conseiller juridique peut y jouer un grand rôle. Le rôle du conseiller juridique dans l'entreprise est de conseiller l'entreprise à ne pas commettre des erreurs dans la gestion de leur fonds. Tu vois, à ne pas dilapider un peu le fonds de l'entreprise. Donc il emmène l'entreprise à être droit et à être correct. Du genre à emmener la société à ne pas faire des erreurs et à bien gérer l'entreprise vis-à-vis de la société. Le véritable rôle d'un conseiller dans une entreprise, c'est de veiller sur les salariés, la bonne marche des activités en entreprise et aussi savoir identifier les besoins des salariés afin de pouvoir plaider avec l'employeur. Le conseil juridique est un technicien du droit doté d'un esprit de synthèse et d'analyse. Il peut être spécialisé dans divers domaines. Donner des conseils en matière de fiscalité, donner des conseils en matière de droit civil aussi. Par exemple, si un couple veut contracter un mariage par rapport au régime du mariage, le conseiller juridique peut donner conseil au couple pour le régime qui serait mieux approprié pour l'équilibre du mariage. Le conseiller juridique aussi, on peut le considérer comme un assistant en matière juridique. Celui-là même qui a le pouvoir effectivement de suivre un client, de lui procurer des conseils par rapport à telle option pour laquelle le client aurait opté. Le conseil juridique, une profession qui reste encore dans l'ombre en Côte d'Ivoire. Pour une meilleure connaissance de la profession, la Chambre nationale des conseils juridiques a été créée. Et son combat, lutter contre les indélicats qui lui font une concurrence déloyale, à savoir de grands cabinets dits juridiques qui exercent sans statut juridique et aucune légalité. Voilà un reportage très riche qui retrace à peu près notre thématique d'aujourd'hui. Marco, aujourd'hui on parle du rôle du conseiller juridique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dedans. Il y a eu tout. Et notre invité ne faisait que sourire. C'est la personne habilitée à répondre aux questions aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Maître Ouattara que Marco a déjà présenté. Il va nous donner ses impressions après cet élément qu'on vient de voir. On vous a qualifié de vigile, on dit que vous êtes on a dit beaucoup de choses. Des avocats, on dit aussi que vous êtes conseillers pratiquement matrimoniaux. Bon, la parole est à vous maintenant. Bon, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que les gens sachent que il faut apprendre à connaître ses droits. Les gens, par moment, passent dans la rue, ils disent qu'ils connaissent leurs droits. Mais le conseil juridique, quand même, c'est comme un médecin. Voilà, il vous procure l'élément essentiel pour le fonctionnement de vos activités et de la vie de tous les jours. Bien entendu, comme tout médecin, il fait le diagnostic. Voilà, il fait le diagnostic, il vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire pour éviter des problèmes demain, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir à faire demain à la justice. Donc il y a beaucoup de choses à son arc. Mais pour expliquer la profession elle-même, le conseil juridique, il faut savoir que cette profession a été créée par une loi, la loi de 96, la loi numéro 96-672 du 29 août 96, dite loi réglementant la profession de conseil juridique. Et le décret de 2010-235 du 26 août 2010, pris pour son application. Selon la loi, il s'agit d'une profession et les conseils juridiques exercent à titre professionnel. Alors, qui peut être, on l'a dit, voilà. Oui. On a entendu, on a tout entendu. Alors, qui a la qualité de conseil juridique en Côte d'Ivoire? La qualité de conseil juridique, selon l'article
1 de la loi 96-672 du 29 août, précité, en la qualité de conseil juridique, les personnes qui donnent à titre professionnel des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. Cette définition doit cependant être complétée par les dispositions de l'article 35 du décret 2010-235, si avant cité, qui précise que le conseil juridique rédige des actes sous seing privé, par opposition aux actes authentiques rédigés par le notaire. Il donne des consultations juridiques, notamment apporte son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou tout organisme public ou privé. Parce qu'il faut savoir que votre client il vient vers vous, il vous pose un problème, vous devez être capable de rédiger un document pour lui qu'il puisse soumettre à l'autorité. Et ce document a besoin quand même de quelqu'un, d'un spécialiste. Il donne des consultations juridiques, notamment apporte son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, effectivement, comme je le dis. Il peut assurer le secrétariat général des entreprises privées. Comment ça se fait? Voilà. Vous savez qu'une entreprise, il y a un secrétariat général, les entreprises bien structurées ont un secrétariat général. Le secrétariat général est la cheville ouvrière de toute entreprise. Voilà, il rédige les actes des conseils d'administration, il fait les différentes missions entre le conseil d'administration et la direction générale, il suit toutes les activités, il va même souvent jusqu'à administrer les ressources humaines, voilà, pour la bonne marche de l'entreprise. Parce que ces entreprises sont... c'est le droit qui est dit là-bas au niveau des ressources humaines. Donc il faut un spécialiste qui puisse vraiment rédiger ces actes-là. Et le suivi de l'entreprise, pour éviter les conflits entre les employés et l'employeur. Voilà, donc c'est pourquoi il peut assurer le secrétariat général. Et puis en réalité même, je pense que les entreprises devraient s'approprier ça et prendre des juristes pour assurer le secrétariat général des entreprises. C'est ce qui serait mieux pour eux. Il y a beaucoup de médiation aussi, de conciliation voilà. dans votre... Il peut assurer une mission d'assistance devant les organismes de droit privé, toute société privée, d'arbitrage, de façon générale devant toute personne physique ou morale de droit privé. Il peut également représenter ses clients devant ces personnes s'il est muni d'un mandat spécial. À la demande des parties, il peut procéder à l'arbitrage, à la médiation, à la conciliation et à la recherche de solutions amiables. Il y a combien de conseillers juridiques en Côte d'Ivoire? À ce jour, il y a 279 conseils juridiques recensés. Et comment ils sont nommés? Ils sont nommés, comment le processus? Avant d'en arriver là, il faut dire qu'il y a certains conseils qui se sont nommés et qui ne viennent pas s'inscrire. Ah, d'accord. Mais nous avons pu faire un recensement à partir de la direction des services judiciaires qui, aujourd'hui, dénombre 279. Mais parmi ces 279, il faut dire que peut-être il y a seulement 80 qui sont inscrits à l'ordre, à la Chambre. C'est qu'il y a un problème. Absolument. Nous avons fait un appel du pied, mais jusqu'à présent, les retardataires, ils ne viennent pas s'inscrire. Qu'est-ce qu'ils Ça veut dire qu'ils restent dans l'illégalité, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils encourent? Ils encourent des sanctions. Nous avons tout dernièrement fait un communiqué pour demander à tous les conseils régulièrement nommés de venir s'inscrire. À défaut, bon, nous allons saisir le garde des Sceaux. Au passage, je voudrais dire qu'avec l'avènement du nouveau garde des Sceaux, nous avons eu beaucoup d'avancées notables aujourd'hui. Donc nous pouvons nous adosser sur lui pour essayer de... Quelles avancées concrètes? Je pense que l'endroit n'est pas indiqué pour parler de ces avancées, mais je sais qu'il y a eu des avancées. Qui avez dit, oui, des avancées, surtout que notre profession commence à connaître vraiment beaucoup de visibilité. Voilà, des visibilités. Et puis quand même notre profession... Il y avait un engorgement, il y avait voilà, beaucoup... notre profession aujourd'hui, je peux dire qu'elle est à la place où elle devrait être en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de... Il y avait un peu de fourre-tout. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est à sa place où elle devrait être en Côte d'Ivoire. Justement, parlant de fourre-tout, à vous entendre parler, on a l'impression que le conseiller juridique a à peu près le même rôle que l'avocat. Quelle est la différence? La seule différence qu'il y a entre l'avocat et le conseil juridique, le conseil juridique ne peut pas plaider, ne peut pas représenter son client devant les juridictions. C'est tout, c'est la seule différence. La seule? Oui, c'est la seule différence à ma connaissance. Sinon? À moins que certains puristes viennent me dire autre chose. Sinon? Sinon, le conseil, il rédige tous les mêmes actes que l'avocat. Il fait les mêmes prestations que l'avocat.
Mais seulement, il n'a pas la capacité, disons, il a la capacité, mais il n'est pas autorisé à représenter son client devant les tribunaux. Quand on prend des journaux, on voit souvent des annonces où il y a des personnes qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas peut-être la formation, mais qui, pour avoir certaines notions en droit, à gauche, à droite, mettent dans des journaux des conseils juridiques, tout ça. Est-ce que vous avez des moyens pour vérifier tout ça? C'est un combat que nous avons commencé depuis belle lurette. Et j'avoue que le garde des Sceaux nous a donné l'autorisation de poursuivre ces personnes indélicates qui exercent illégalement. Donc nous ne les citerons pas sur le plateau ici, mais nous avons pris des mesures idoines afin que ces gens-là arrêtent d'exercer illégalement. Parce que pour être conseil juridique, il y a une condition. Justement, voilà. Quelles sont les conditions d'accès à la profession? Pour être conseil juridique, d'abord, il faut être de nationalité ivoirienne. En Côte d'Ivoire, précisément. Parce qu'il faut reconnaître que nous, en Côte d'Ivoire, je ne parle que de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien, je connais mon problème. Je sais que dans l'espace ici, la Côte d'Ivoire est la seule qui a la profession qui est réglementée, comme ce fut le cas en France dans les années 90, avant leur fusion avec les avocats. Donc, il faut être ivoirien, il faut être titulaire d'une maîtrise en droit, ou la licence délivrée sous le régime fixé par le décret 54-343 du 27 mars 1954, ou la maîtrise en criminologie, ou tout autre diplôme équivalent. Article 2 de la loi 96-672. Quand on parle de 54, c'est ceux qui avaient les licences qui datent de ces années-là. On peut les assimiler à des maîtrises aujourd'hui. Donc c'est ceux-là qui sont autorisés. Sinon, depuis 96, pour devenir conseil juridique, il faut avoir la maîtrise. Et je voudrais vous préciser qu'aujourd'hui, parmi mes membres, je ne connais pas un membre qui n'a pas la maîtrise. Le minimum d'un conseil juridique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la maîtrise. Sinon, il y a des conseils juridiques, je pourrais dire même que la moitié est au-delà de la maîtrise. Voilà. Oui. Alors, une question qui revient régulièrement, est-ce que les conseils juridiques sont forcément obligés d'être dans le privé? C'est obligé? Les conseils juridiques, ils peuvent être dans le privé, mais une fois que vous avez un arrêté, vous pouvez travailler dans une entreprise. Mais vous avez eu un arrêté pour vous installer. Donc il faut venir vous alterner à titre privé. Vous ne pouvez pas obtenir un arrêté et rester dans une entreprise comme un conseil juridique. Parce que l'entreprise a besoin d'un conseil extérieur. Il y a le service juridique de l'entreprise, mais il y a certains artifices qui ne l'ont pas. Lesquels? Ils n'ont pas la capacité de la rédaction de certains actes. Ils ne sont pas au contact avec les réformes juridiques qui sont généralement en cours. Donc après la maîtrise, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la maîtrise, il faut avoir suivi de manière continue un stage d'une formation d'une durée de 3 ans, au moins dans un cabinet de conseil juridique. 3 ans? Oui. Parce que souvent, nous recevons des demandes que le ministre, le garde des Sceaux nous transmet, des gens qui ont eu des formations diverses dans divers cabinets, que des cabinets de conseil juridique. La loi dit que ces gens-là ne sont pas aptes à devenir conseil juridique. Donc c'est une disposition obligatoire. 3 ans dans le même cabinet? Ou dans un cabinet de conseil juridique. Vous pouvez aller dans 3 cabinets différents, pourvu que vous ayez 3 ans de stage. Alors il y a des dispenses, il y a des incompatibilités? Oui, il y a des dispenses, comme on le dit. Dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la présente loi, une dispense de stage peut être accordée par le garde des Sceaux au ministre de la Justice. Bien entendu, cette disposition cette dispense est aujourd'hui sans objet, la loi ayant été promulguée depuis 1996. Obtenir l'avis motivé de la Chambre des conseils juridiques est agréé après l'avis favorable de la Chambre des conseils juridiques par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Lorsque la Chambre donne son avis favorable aux postulants qui ont déposé leur demande auprès du garde des Sceaux, qui nous la transmet pour avis, si nous donnons notre avis favorable, le garde des Sceaux à ce moment signe l'arrêté, il délivre l'arrêté aux postulants. Voilà, d'accord. Donc les magistrats, les avocats, les docteurs en droit et les professeurs des facultés ou des grandes écoles sont dispensés de ce stage? Oui, effectivement, on dit peuvent être dispensés du stage les magistrats, les avocats, les docteurs en droit, les professeurs des facultés de droit ou des grandes écoles, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les attachés des greffes. Justement, quelles sont vos relations avec ces autres professions? Parce qu'on a l'impression, quand on vous écoute, qu'il y a beaucoup de chevauchements.
Parfois, on vous voit comme un avocat, parfois à la limite comme un huissier. Peut-être que le citoyen lambda, il y a une confusion. Un conseiller matrimonial, on a vu. Oui, le citoyen lambda fait une confusion souvent. Nous, personnellement, on ne fait pas de confusion. Mais dans chaque corporation, sachez qu'il y a des brebis galeuses. Voilà, il y a d'autres qui ont tendance à aller empiéter sur les plates-bandes des autres. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, et ceux qui ont bien voulu se soumettre aux règles de la Chambre en attendant que nous prenions des décisions idoines, nous n'empiétons pas sur les plates-bandes d'autrui. De telle sorte que l'huissier, il fait ce qui est son travail, qui est un agent d'exécution, qui signifie les actes, qui exécute les décisions de justice. L'avocat, il plaide. Bon, tout dernièrement, l'avocat maintenant, nos prérogatives ont été dévolues aux avocats. Et donc l'avocat, il fait du conseil aussi. Nous aussi, on fait du conseil. Votre avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est un problème un peu complexe. Je voulais laisser ce problème-là aux dirigeants de régler ce problème complexe. Parce que la France, en 90, a réglé ce problème. De telle sorte que il n'y a plus de problème. Non, il y a un conflit latent entre vous et les avocats. Je ne dirais pas un conflit. Un conflit, c'est comme si vous allez sur le terrain de quelqu'un. Nous, conseil juridique, nous constatons que d'autres viennent exercer notre profession avec des décisions qui ont été prises dans l'espace. Pendant ce temps, nous, les conseils, ne sont pas autorisés à exercer leur profession. Ça, nous laissons aux politiques, parce que nous n'avons pas la capacité de régler ce problème, mais nous avons soumis nos revendications. Et je pense que nous avons toujours eu une oreille attentive. Et nous pensons que d'un jour à l'autre, c'est un problème qui va se résoudre. Vous rêvez de la situation qu'on a connue en France, vous l'avez dit, en 1990, où les conseils juridiques ont été reversés donc, au... Oui, nous rêvons d'autant plus que le justiciable ivoirien ne connaît pas bien notre profession. Mais pourtant, nous l'avons choisi à bon escient. La faute à qui? Si vous ne faites pas aussi de communication... Oui, voilà. Tout à fait. Nous l'avons choisi à bon escient. Moi, personnellement, je n'ai pas choisi autre que d'être conseil juridique. Depuis combien de temps déjà? Depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Mais j'ai exercé en entreprise, en tant que juriste d'entreprise. Et à la suite de quoi, j'ai estimé que, bon, au lieu de choisir autre, je préférais être un conseil juridique indépendant. Voilà. Un bon conseil juridique, c'est quoi? Un carnet d'adresse, maîtriser la loi ou bien les deux? Oui, un conseil juridique, d'abord, il faut maîtriser le droit. Parce que c'est la base. Au-delà de cette base, maintenant, il faut avoir un carnet d'adresse. Parce que on ne va pas consulter quelqu'un où on ne sera pas satisfait et qu'on revienne là le lendemain. Et vous êtes également président de la Chambre. Comment est organisée la Chambre des conseils juridiques en Côte d'Ivoire? La Chambre des conseils juridiques, il y a un président qui est élu. Pour combien d'années? Pour 2 ans, renouvelable. Combien de fois? 2 fois. Et vous êtes à votre... Je suis là depuis un bon moment. Pour des raisons, des problèmes qui minent la corporation. Quel est le mandat? Je suis là depuis 2011. 2011. Donc vous avez dépassé... J'ai dépassé. Et c'est dû à quoi? Je crois que ce sont mes... Vous êtes dans la juridiction, vous devez effectivement, ce sont mes pairs. Après, c'est pour parler des politiciens. Justement, non, moi je ne fais pas de politique. Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes là... Effectivement, nous avons engagé certaines réformes avec l'accord de mes pairs. Je suis encore là en train de... Donc vous êtes là avec la caution de vos pairs? Avec la caution de mes pairs. Est-ce que c'est validé par un conseil Effectivement, il y a une assemblée générale. Il y a une assemblée générale qui n'a pas atteint son quorum, où j'avais mis mon mandat en jeu, mais il n'y a pas eu de quorum. Donc je me suis toujours retrouvé là en tant que président. Sinon, ça allait faire bizarre que le conseil juridique fasse... Non, mais j'aurais même souhaité partir. Mais écoutez... Si vous apportez... Si ça ne dépendait que de vous, vous seriez parti. Je serais parti. Mais l'appel de vos militants, enfin pardon, l'appel de vos pairs, excusez-moi, l'appel de vos pairs a fait que vous êtes resté, c'est ça? Effectivement, nous menons un combat aujourd'hui qui fait que mes pairs ont souhaité que je continue de mener ce combat. Et que ça ne servait à rien d'apporter des changements pour essayer de reprendre tous les jours ce qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi je sollicite... Vous devez changer vos tests. Nos tests vont bientôt changer, mais nous avons d'autres projets en cours. Donc nous ne pensons pas au changement des textes. Nous pensons plutôt à certaines réformes que nous avons soumises à nos tutelles, qui a une oreille attentive sur nos problèmes actuels. Et nous pensons que ces problèmes vont être élagués en même temps avec la fin de notre mandat. D'accord.
Merci beaucoup, Maître Ouattara. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des conseils juridiques. Ça a été un plaisir donc de discuter avec vous. Franchement, on ne connaissait pas le conseil juridique, mais là, vous nous avez expliqué et on a vu dans le micro-trottoir que franchement, au niveau communication, il y a du boulot, mais nous, on a essayé comme ça de commencer, de vous recevoir et puis on espère que vous aurez éclairé nos différentes lanternes. Restez en notre compagnie sur RT et nos programmes se poursuivent. Pour Matin Bonheur, c'est fini. Nous vous souhaitons une très, très bonne journée.